Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Cyrus et on se retrouve pour le 42e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique européenne. Et pour ce faire, aujourd'hui, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Jeff. Qui est actuellement hors ligne. Et Camille. Salut mon cher Cyrus. Jeff est good présent. Evening, good evening, comme dirait ce cher Unai Emery. C'est ça, exactement. Jeff va être présent, bien évidemment. Il arrive juste. Petite pensée à Alexis, qui n'a pas pu être là avec nous. On espère qu'il reviendra le plus rapidement possible. On l'embrasse. Et donc, en premier lieu, pour illustrer cette semaine de foot, on parlera de ce qui s'est passé, notamment, on commence par l'Italie, je dirais, où, bon, moi pour l'instant je n'ai pas grand chose à dire étant donné que l'Inter est en train de jouer en ce moment, gagne d'ailleurs 1-0, mais voilà, il y a eu tous les autres matchs de la 30e journée de Serie A qui sont en train qui se sont déroulés, du moins. Fortune diverse, hein, certains vont de mieux en mieux, et d'autres qui s'enfoncent de mal en pis. D'autres vont de mal en pis. Et d'autres se stabilisent. Ouais, exactement. Donc, je sais même plus si j'ai envie de rire ou de pleurer actuellement. On va pas se le cacher. Du coup, je vais commencer avec la Juventus. Parce que, comme on dit, faut arracher le pansement d'un coup. Hein. Il faut dire qu'on est actuellement le 1er avril et la Juve voit sa place sur le podium menacée par Bologne. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril, chers auditeurs. Dire qu'il y a 2 mois de ça, on était au coude à coude avec l'Inter pour jouer le titre. Là, on est menacé par la 3e place, par le Bologne. Parce que la Juventus, tout simplement, a fait une victoire en 9 matchs. Oui, une victoire en 2 mois. Et encore, au tout bout du bout, c'était un 95e, il me semble, face à Frosinone, que je respecte tout à fait quand même, mais quand tu vois que notre seule victoire, quasiment de 2024, et un 3-2 contre Frosinone, tu te poses des questions. Alors, je ne vais pas revenir sur le Allegri out, parce que tout le monde connaît maintenant mon point de vue, et d'ailleurs le point de vue de beaucoup de gens dans la sphère juventine. Mais quand on regarde que depuis le 21 janvier, qui était une victoire 3-0 contre le Lecce, on a perdu, on a fait match nul contre l'Empoli, perdu contre l'Inter, perdu contre l'Udinese, fait match nul contre l'Hellas Vérone, perdu contre le Napoli, fait match nul contre l'Atalanta, fait match nul contre le Genoa et perdu contre la Lazio. Je suis désolé, c'est un rythme de relégable. c'est pas faux. Alors, on va me dire, ouais, mais les Allegri vont me sortir, oui, mais la Juve a perdu seulement à la 93e hier. Avant-hier, pardon. Ouais, mais je suis désolé. Ils avaient la possession, ils avaient les tirs, ils avaient les occasions, ils avaient les passes. Au bout d'un moment, j'ai vu un tweet hier ou aujourd'hui, il disait, tu perds une fois, c'est la faute des joueurs. Tu perds 5 fois, c'est la cause de l'entraîneur. Tu perds 10 fois, c'est la faute de la società, du club en lui-même. Et je crois qu'il est là le problème. Alors évidemment qu'il faut que Allegri parte le plus vite possible. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans nombre de podcasts depuis le début de l'année. Mais il faut vraiment un grand changement du côté Juventus, que ce soit des joueurs, que ce soit de l'entraîneur, que ce soit de la direction. Il faut faire un grand ménage
à garder sur les joueurs, l'entraîneur. Allez hop, merci, au revoir. Hein. J'ai jamais été fan du garçon, mais voilà. Et même au niveau direction, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il faut changer, parce que je ne suis pas dans le directoire de la Juve, je ne suis pas dans les autres sphères, je suis un simple tifoso qui suit son équipe depuis 25 ans maintenant. Et franchement, j'ai même pas regardé ce match, quoi, parce que de une, j'étais occupé à voir un autre match en live dont on parlera plus tard aujourd'hui ou un autre jour. Et oui, tout simplement, je n'ai plus envie de suivre les matchs de la Juve cette saison. Je les regarde pour les regarder, pour m'en faire une idée. Mais ce n'est plus par envie, c'est plus par devoir. Voilà, maintenant que les choses sont dites, mes chers collègues, Jeff, en tout cas, as-tu quelque chose de plus réjouissant à nous annoncer? De réjouissant pour moi, oui, pour toi, non, parce que, voilà, on parlera pas de la rivalité qui lie nos clubs, mais oui, du côté milanais, c'est beaucoup plus réjouissant. Beaucoup encore mais non, ça m'a... Franchement, je vous respecte. Comme tu le sais, on l'a dit déjà souvent en off, je vous respecte, j'aime pas ton club, mais là, vous faites les choses comme il faut. Eh ben c'est bien. C'est mon club de peintre là qui n'arrive pas à le faire. Vous, tant que vous faites les trucs, c'est très bien. Franchement, respect à vous. Pour l'instant, effectivement, ça fonctionne. On peut critiquer Pioli pour l'utilisation de ses joueurs, etc. Mais on peut quand même noter pas mal de choses positives. Par exemple, Milan s'est déplacé à Florence samedi dernier. C'est vrai que je l'ai vu sur un post Facebook ce matin, mais effectivement. Qui est blessé, vraiment, si je dis pas de bêtises, qui était de retour de blessure. Et là, par contre, j'en veux un peu à Pioli parce que je pense qu'il est un peu trop précipité pour le retour de Pioli de Kalou. C'est un peu dommage. Mais bon, bref, en dehors de ça, Milan a gagné 2-1 contre la Fiorentina. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir quand même un petit peu d'action. Un but de Duncan à la 50e minute, Une réponse de l'éternel Raphaël Leao 3 minutes plus tard, avec une passe décisive de Reinders. Le milieu de terrain flamboyant, l'une des recrues flamboyantes de ce mercato d'été dernier. Puis... autant pour moi, je me suis trompé de ligne. 47e minute, c'est Milan qui a ouvert le score pour le match. C'est Milan qui a ouvert avec un but de Loftus-Cheek. Donc encore une fois, ça reste une recrue de l'été dernier avec une passe décisive de Raphaël Leao. Une réponse quasiment tout de suite après, à la 50e minute, par Duncan, du coup. Et un but 3 minutes plus tard par Raphaël Leao, donc cette fois-ci buteur, avec une passe décisive de Reinders. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait quand même 2-1. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre je crois que j'avais noté une ou deux petites statistiques. Oui, j'avais noté ça tout à l'heure. Le 27 janvier, Milan, justement, tu en parlais tout à l'heure, Milan avait 7 points de retard sur la Juventus le 27 janvier. Aujourd'hui, on est à 6 points d'avance sur eux. Donc c'est plutôt pas mal. Au trio offensif, en tout cas dans le trio titulaire, on a Leao qui fait 11 buts, 10 passes décisives, Captain America, donc Pulisic, 12 buts, 8 passes décisives, et Giroud qui est à 99% sûr de signer au LA Galaxy, oui je crois que c'est Galaxy, en MLS, donc du coup à la fin de la saison il est à 14 buts, 9 passes décisives. Qu'est-ce que tu peux reprocher à un joueur? Il y en a beaucoup qui disent ouais, mais Giroud il court pas, Giroud il marque pas beaucoup. Moi j'ai envie de dire que c'est quand même ça reste quand même 14 buts et 9 passes décisives. Ça reste un joueur qui a 37 ans, si je me me trompe pas, 37 ou 36.
Je trouve Il que me pour un semble joueur que c'est un 87, donc il va avoir, et s'il n'a pas, il va avoir 37 ans. Et il me semble qu'il va signer au Los Angeles FC, FC, ouais. l'ancien club, enfin, Le club de Lloris. l'actuel club de Chiellini, même s'il n'est plus comme joueur. C'est ça, c'est le c'est ça, c'est celui-ci, effectivement. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux lui reprocher à son âge en étant attaquant protagoniste dans un top club européen, enfin dans les 5 clubs, dans les 5 grands pays, on va dire. 14 buts, 9 passes décisives à son âge. Je trouve ça franchement fantastique. Tu peux pas beaucoup c'est lui reprocher. Franchement. Et j'avais marqué quoi Je regarde. 3e meilleur buteur du championnat, Giroud. Égalité avec Dybala. C'est cela. Non, je crois que j'ai pas d'autres beaucoup de statistiques. J'avais lu tout à l'heure une information, mais bon, aujourd'hui à prendre avec des pincettes, hein, puisque on est quand même le 1er avril. Hein, je me suis fait troller plusieurs fois déjà aujourd'hui, mais j'aurais vu que Zirkzee serait très proche de signer à Milan l'été prochain. Ouais, enfin, Zirkzee, ça fait 6 mois quoi qu'il oscille entre la Juve et le Milan, donc. C'est ça. Comme tu dis, à prendre avec des pincettes. C'est ça, c'est à prendre avec des pincettes, parce que l'information est cohérente, vu que Milan est dessus depuis quelques temps maintenant, hein. Mais ça reste quand même à prendre avec des pincettes. Milan aussi, toujours côté mercato, serait sur le point, on recherche en tout cas de signer un milieu défensif. Ça me fait très plaisir. Merci le board milanais d'avoir pensé à prendre enfin un milieu à vocation défensive. On en a plein, nous, si vous voulez. Parce que nous, le problème, c'est que Pioli force certains joueurs à le faire. Alors que, par exemple, on a vu avec Yacine Adli, hein, Alex, on pense à toi. On l'a bien vu avec Yacine Adli, il lui force à le faire, mais c'est pas son rôle. Il est bien meilleur quand il joue en 8, voire même en 10. Hein. Il avait joué en 10. Vous voulez pas ou on vous passe Miretti? Non, là, on serait plus sur Fofana. Il est gentil, Miretti. Il est gentil, il a des beaux cheveux et des belles postures. Non, là, on serait plus sur Youssouf Fofana. De Monaco? C'est vrai qu'il a fait un très bon match l'autre jour, donc, avec l'équipe de France. Donc, c'était pour moi un des top joueurs lors du dernier rassemblement. Franchement, je serais assez content parce que ça reste un milieu défensif et ça rééquilibrerait un peu la défense. Alors, par contre, tu le connais sûrement plus que moi, hein, de toute évidence même. Ce qu'il nous faudrait, c'est surtout un milieu défensif et je sais que c'est le genre de profil que Milan recherche beaucoup, qui manque à Milan autant au staff qu'au tifosi, c'est le côté Kessié en fait. C'est ce que les gens regrettent. Ah, je pense que tu le connais quand même mieux que moi, Franck Kessié. Non, je parle de Fofana, je veux dire. Bien sûr. Même si je n'ai pas vu moult matchs de lui, quoi. Oui. Ben, j'ai déjà vu pas mal de matchs de lui, donc. Un peu dans le même délire. Enfin, même vu que je regarde pas énormément la Ligue 1, mais je pense que Cyrus pourra plus en parler que moi. Ouais, Fofana, pour moi, c'est un registre. On verra à la prochaine intervention de Cyrus. Mais voilà, est-ce qu'il peut avoir le coffre s'il peut avoir le coffre, de Kessié, moi je dis pour, ça ferait un milieu défensif qui serait pas très cher, je crois, sachant qu'il y aurait probablement une vente de Mélian cet été, hein, c'est regrettable, c'est vraiment regrettable, je ne souhaite pas le voir partir. Il y en a beaucoup qui disent ouais, mais Mélian cette année il est moins souverain, il est moins fort. C'est toute la défense qui est un petit peu, pas alarmante, mais un peu inquiétante cette saison. La défense n'est pas au beau fixe. Elle est pas mal. Pardon, ça m'a perturbé, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Mais toute la défense est plus ou moins défaillante cette saison. Donc, est-ce que tu peux en vouloir à Maignan? Oui, il a sa part de responsabilité, mais pas que. Toujours est-il que lui, le joueur, ou en tout cas son équipe, demanderait 8 millions pour un renouvellement. Quand on connaît les standards de Milan, que ce soit Redbird ou même à l'époque de Elliott, ça reste beaucoup. Donc s'il pourrait trouver un accord à 5-6 millions, tant mieux. Sinon,
sinon, les joueurs seraient vendus dès cet été, tout simplement. Et donc, ce serait quoi? Ce serait dans les 80, peut-être 100 millions qui pourraient rentrer dans les caisses de Milan. Donc, il faudrait, de toute évidence, un nouveau gardien. Et puis, il faudrait du coup... Maignan. Maignan, oui, ce serait dans les 80, 100 millions, je pense. Hein. Ah oui, clairement. Mais je ne comprends même pas l'intérêt qu'aurait Milan à le vendre. Bah non, parce que le problème, alors autant le vendre et le remplacer, il y a des gardiens qui sont bons, ça je dis pas le contraire, mais trouver un bon gardien qui prendra moins de... Enfin, un gardien, on va dire, opérationnel. Pour moi, actuellement, Maignan est top 5 mondial. Mais bien sûr, j'ai même vu des gens dire ouais, ce serait le moment de faire un échange Maignan contre Donnarumma. Mais à quelle heure? À quelle heure c'est une bonne idée, les gars? Il y a 3 ans, peut-être. Mais là, non seulement déjà Donnarumma coûterait aussi cher, voire plus cher que Maignan, et en plus de ça, il n'est pas aussi constant, pas aussi fort, pas aussi complet que Maignan. Je suis désolé, Maignan, il est dans la pleine fleur de l'âge. Il est à un moment où il a un moment charnière de sa carrière, parce que il pourra pas être meilleur, ou difficilement. Il est vraiment au top de sa forme. Et il faut blinder le gardien, il faut le garder au moins. Allez, si je dis pas de conneries, il doit avoir 28, quelque chose comme ça. C'est ça, il va faire 29 ans cette année, ouais. Il faut le garder 2-3 ans de plus, minimum, avant de le vendre. Ouais, bah oui. Enfin, éventuellement imaginer de le vendre. Moi, je pense qu'il peut faire une carrière à l'Adidas chez vous. Eh bien, ouais. ce serait le rêve. Ce serait le rêve qu'il ait une carrière à l'Adidas à Milan. Je rêverais de ça. Ça aurait dû être Donnarumma s'il avait été moins gourmand, s'il avait été meilleur aussi, parce que faut dire ce qu'il y a. Hein, on a toujours su que Donnarumma, il avait ses qualités, certes, sur sa ligne. Mais en dehors de ça, il y avait beaucoup de lacunes qu'il a toujours à Paris. Hein. Ça, on s'en rend compte, même s'il sort des bons matchs. Je dis pas le contraire. Il fait des bons matchs. Mais il a quand même beaucoup trop de lacunes par rapport à Maignan, qui lui est professionnel. Il s'entraîne régulièrement. Il le dit, il l'a déjà dit plusieurs fois dans des conférences de presse, etc. Que lui, son seul souhait, c'est d'être un champion. C'est tout ce qu'il veut, c'est ça. C'est gagner des matchs, c'est arrêter des buts, gagner des titres. Et je pense que Maignan, s'il prolonge à Milan, il peut avoir cette carrière-là. En plus, de toute façon, il est numéro 1 incontestable, je trouve, en équipe de France. Enfin, oui. Blessure, hors fatigue, etc. Clairement. Il faut du turnover là-dessus, je suis tout à fait d'accord, mais sans vouloir manquer de respect à ses confrères, qui peut vraiment s'asseoir à sa table et dire ouais, je peux prendre ta place de titulaire en équipe de France? Ouais. Ben personne actuellement. Bah voilà, c'est ça le truc. Et puis donc j'espère qu'on va réussir à trouver un arrangement. J'avais lu une autre info, mais bon, ça reste le 1er avril, donc j'y crois pas une seule seconde. Comme quoi Théo aurait demandé à partir cet été aussi pour voir un autre défi. J'y crois pas non plus. Il a plusieurs fois, il a de nombreuses fois clamé son amour à Milan. Donc lui, je le verrais bien faire j'espère le voir une carrière quasiment à la Maldini, dans le sens où il fera toute sa carrière à Milan, mais à voir. Pour le coup, bon... j'ai pas de doute sur le fait qu'il va rester ici cet été, mais pour moi, si je devais miser une pièce sur un départ cet été, ce sera Maignan. Moi, j'aurais plutôt dit Théo. Même si je vois pas... Ouais, franchement, ça serait triste pour vous. Parce que pour moi, c'est top 3 déjà de votre club et top 3 en Italie au niveau gardien. Ouais, de tous les joueurs mais de tous les joueurs milanais qui pourraient partir, donc c'est-à-dire que ce soit lui, Théo ou Leao, le plus susceptible de partir, ce sera Maignan. En tout cas cet été. Ah, moi je vois plus Leao. Pour le coup, je vois beaucoup plus Leao être susceptible de pouvoir partir, surtout s'il fait un très grand euro, que Théo. Moi, parmi les trois, pour moi c'est Théo. Non, pardon, c'est Leao, Théo et Maignan en 3.
Parce que les AO, pour le coup, vu il y aura un jeu de chaises musicales sur les gros clubs, Mbappé va partir. Le PSG va chercher à avoir un gros joueur en attaque. Les AO, je suis sûr que les AO est parmi les joueurs ciblés, des potentiels remplaçants. Il est ciblé, ça c'est certain, il est ciblé par le PSG, Léao. Surtout qu'il a une clause à... D'ailleurs, il faut que je corrige l'article que j'avais fait, à 175 millions, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 150 millions, mais valable la première quinzaine de juillet seulement. PSG, ils peuvent les mettre. Hein. Et après, éventuellement aussi, si derrière, parce qu'il y a aussi Osimhen, qui pour moi va également partir cet été. Pour le coup, lui, je pense que c'est acté à 99% que lui va partir cet été. Et si tout se passe bien logiquement et qu'il n'est pas débile, il part en première ligue, où je pense qu'il s'épanouirait complètement là-bas. Il part. Est-ce que ça va pas entraîner derrière un effet domino, un gros club en première ligue qui recrute Osimhen, Naples qui a beaucoup d'argent, qui va essayer de recruter un gros attaquant. Je pense pas qu'ils recruteront les AO, attention. Mais comme on sait déjà qu'il y aura un jeu de chaises musicales au niveau des attaquants, qu'il y en a certains qui risquent de partir éventuellement. Est-ce que éventuellement aussi Lewandowski va rester encore une année à Barcelone? Lui, il veut rester. Mais est-ce que le board barcelonais va pas se dire peut-être qu'il va peut-être faire la saison de trop, etc. Je sais pas. Parce que même si pour moi il est pas, pour moi en soi c'est difficile de véritablement mettre le curseur sur lui au niveau des performances. Mais on sait jamais, ils peuvent dire ouais mais il commence un peu à vieillir et tout, etc. Son âge et tout. Bon, peut-être qu'on va le remplacer par du 109. Allez, vas-y, bon, il part. Manchester United, la saison elle va être décevante. Certes, Højlund est en train de prendre ses marques, mais est-ce qu'ils vont pas essayer de derrière avoir encore un autre joueur? On sait pas. Chelsea, je pense quand même qu'ils vont essayer de recruter un grand attaquant. Ça serait bien que je respecte Nicolas Jackson, attention, c'est pas une tanche, hein. Mais s'ils ont la possibilité d'acheter un très gros attaquant, je pense qu'ils vont quand même pas se priver. City, je pense que ça va aller. Haaland va au moins rester cette saison-là. Liverpool, attention parce que je crois que Salah n'a pas un contrat qui dure encore longtemps. Donc est-ce que Liverpool... Mais Salah, il part cette saison, il me semble. Il me semble que c'était fait déjà. Que Mohamed Salah partait. Fait, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui était indiqué, c'était que l'attrait de l'Arabie Saoudite pouvait le faire aller là-bas. C'est quelque chose qui n'est pas impossible. Même s'ils ont de quoi remplacer Salah. Son contrat finit l'année prochaine. Ouais, je pense que s'il ne prolonge pas, il partira là. Il partira cette saison. Surtout si Liverpool arrive à gagner, je pense, l'Europa et ou le championnat. Je pense qu'il partira cette saison. Même s'il il est là depuis 2017. Ouais, il est là déjà depuis un bon bout de temps. Ça fait 7 ans. Donc, il y aura un jeu. Pour moi, je pense qu'il y aura un jeu de chaises musicales. Donc attention. Je pense qu'il y aura des clubs qui pourront mettre la somme sur Léao. C'est pour ça que je dis, Léao, pour moi, c'est plus susceptible de partir parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait plusieurs gros clubs qui recherchent un attaquant. Donc, à voir. Après, c'est pas sûr à 100%. Mais je pense vraiment que le plus susceptible de pouvoir partir cet été, je pense que c'est Léao. Je pense vraiment que c'est Léao. Moi, pour moi, ce sera Maignan le premier. Si on a deuxième qui devait partir, ce serait Benasser. Et petite stat pour placer un petit peu Mo Salah où est-ce qu'il est dans l'histoire des Reds. Il est le 3e meilleur buteur de l'histoire du club. Quand même. Il dépasse et de quand même assez loin Steven Gerrard. Il y a qui devant lui? Yann Rush, non? Il y a Yann Rush qui est le meilleur buteur encore de très très loin. Yann Rush, il a 339 buts. Ah ouais. Salah, il en est à 208. Ah, ouais, ça va. Et il y a Roger Hunt aussi, à 262. Putain, je savais pas que c'était Rush, le numéro 1. Putain, quelle culture fou. Mais Rush a joué quasiment 2 fois plus de matchs pour Liverpool que Salah. 654 pour le Gallois et 338 pour l'Égyptien. Mais on a un Steven Gerrard qui a 710 matchs, mais 186 buts. On a la légende Robbie Fowler qui a 183. On a Sir Kenny Dalglish qui a 170. Des garçons comme Michael Owen ou Sadio Mane
qui sont à 158, même 120 pour Sadio Mané. Donc, voilà. C'est un monument de Liverpool. Oui, Vraiment. légende de Liverpool, accessoirement, bien évidemment. Ça, c'est clair et net. Après, je pense, va peut-être se poser la question de savoir à quel rang va se situer Mo Salah. Mais clairement, oui, c'est légende de Liverpool. Ça, c'est... Alors qu'il n'est même pas dans les 25 premiers à avoir joué autant de matchs. Ah, ouais. Il n'est pas dans les 25 premiers à avoir joué le plus de matchs, ni dans les 5... Il est le 33e seulement à avoir joué le plus de matchs pour les Reds. Derrière des garçons comme John Riise, comme Roberto Firmino, comme Lucas Leiva. Donc oui, le pharaon est une légende de première ligue. Oui, clairement, hein, c'est une légende. J'ai pas peur de le dire. Je pèse mes mots. Ben, à minima, c'est un des joueurs phares de la... Pour le coup, en plus, lui, il est venu quasiment à la moitié. Ce qui fait que c'est bien de... On peut le mettre, mais c'est l'un des joueurs phares de la décennie 2010 en Première Ligue, clairement. Ouais. Et bon, une partie derrière de la décennie 2020. Hein. Et ouais, c'est clairement, oui, il est une légende de la Première Ligue, oui, clairement. Vraiment, il a vraiment marqué de son empreinte durablement. Tu vois, c'est là où il y a certains joueurs qui l'ont marqué à un moment donné. Peut-être par exemple, quand je dis à un moment donné, je pense à Michou. Un One Season Wonder, ou sur sa saison à Swansea, si je dis pas de bêtises, il était incroyable, quoi, sur cette saison-là. Il met pas 20 buts, hein, en plus, je crois, il met entre 15 et 20 buts. Mais l'impression visuelle qu'on avait sur lui, c'était il marchait sur l'eau. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, là? C'est fou. Oui, tu parles bien du buteur espagnol. Oui, je parle de lui. C'est vrai que c'était vraiment un one-hit wonder, ce mec-là. Mais c'était ouf. C'était ouf à quel point il était bon, tu vois. Tu te dis, après, il a pas réussi un truc. Mais bon, là où Salah, il a maintenu... Certes, Salah n'a pas maintenu ce qu'il a fait en première saison en Première Ligue, mais sa première saison, c'est abusé, sa première saison. Enfin, c'est une saison quasiment all-time au niveau Première Ligue, qui fait que je peux concevoir qu'il n'ait pas réussi à avoir les seuls joueurs qui avaient de tels standards, qui ont réussi à maintenir de tels standards, c'est les deux ovnis CR7 Messi. Donc, lui, il a réussi quand même à maintenir une certaine excellence, pour le coup. Certes, il n'était pas au niveau auquel CR7 Messi ont eu pendant quasiment plus de 10 ans, 10-15 ans, mais il était juste en dessous, où le type, il tapait du 20-10 quasiment à chaque saison. C'était quasiment ça, norme. Du 20-10 en championnat. Après, un peu plus, hein, si tu rajoutes les matchs de coupe, Ligue des Champions, etc. Mais voilà, pour dire, t'es dans un panier très très haut quand tu fais du quasiment 20 buts, 10 passes décisives chaque saison. C'est pas tout le monde qui le fait. Ah non, il n'y a pas tout le monde. Il y a même peu de monde qui le font. Tu vois? Même un de mes joueurs fétiches ne le fait pas, Robert Lewandowski. Bon, après, Lewandowski mettait quasiment 25 à 30 buts en championnat chaque saison. Oui, mais je parle au niveau des passes décisives. Ah oui, au niveau des passes décisives. Parce que tu parlais de package passes décisives et but. Oui. Je vois qu'il en est pas loin cette saison. Cette saison, ouais, je crois qu'il en est pas loin. Il a peut-être eu 7-8, non? Il est à 13 buts et 8 passes décisives en 28 matchs. Ouais, il en est pas loin. Ouais, c'est... Ouais, il a marqué la PL de son empreinte et... En soi, oui, légende de Première Ligue, clairement.
clairement. Après, connaître son positionnement parmi les légendes de Première Ligue, ça, après, c'est encore un autre débat qui peut se faire dans un événement. Je sais pas, par exemple, un versus Hazard contre Salah, qui on voit au-dessus, tu vois, c'est quelque chose qui, je pense, à terme, c'est quelque chose qui pourrait se faire, même si, en soi, les deux sont sur deux périodes un peu différentes. En effet, oui, c'est vrai qu'on était censé parler de Serie A, mais tu sais qu'il y a toujours une digression chez nous. C'est pour ça que je me suis dit, il y a un problème à un moment. À quel moment on a bifurqué sur Mo Salah quoi, avec la Première Ligue? Après, Salah, il a été en Serie A aussi, hein. Il a été aussi en Serie A, donc... oui, il a même fait 2 clubs en Serie A. Il a fait la Fio, il a fait la Roma. Et la Roma. Mais, sur ça c'est autre chose. Et je te dirais d'ailleurs quelque chose en off par rapport à ce que je t'ai dit sur Mo Salah, éventuellement un Mo Salah contre Hazard. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit par rapport à ça. Mais en effet, concernant la Serie A, derrière, il y a eu quand même d'autres matchs intéressants où l'Atalanta... Notamment le Napoli-Atalanta. Ouais. Où l'Atalanta a quand même très facilement disposé de Naples. Hein. Bon, après, Naples... voilà, est-ce vraiment difficile de disposer de Naples cette saison? Franchement, non. Non, pas spécialement. Quand tu t'appelles la Juve. En effet, même Bologne, hein. Bologne aussi, qui a fait... Bon, après, il jouait contre la Salernitana, attention, c'était pas un foudre de guerre, mais bon, ils ont quand même fait un match sérieux. Respect pour Bologne, moi, je dis quand même cette saison. Oui, bien sûr, pour le coup, Bologne... On l'a dit combien de fois? Respect pour Bologne. Ah oui, ça je dis pas le contraire, hein. C'est pas la première fois qu'on le dit, mais respect quand même. Tiens, ça serait un maillot à acheter d'ailleurs, ça, Bologne. Je l'ai pas encore. Mais on va un petit peu se calmer là. On a assez acheté de trucs là sur ces derniers temps. Unboxing à suivre. Hein. Donc du coup, mon cher Cyril, je t'ai coupé, tu vas encore faire les derniers résultats. Oui, à part cela, il y a eu beaucoup de matchs nuls aujourd'hui, quand même. Lecce qui fait match nul contre l'AS Roma, 0-0. Cagliari et Hellas Vérone, 1-1. Sassuolo Udinese, 1-1. Mais après, ça c'était aujourd'hui, hein, mais du moins le 30, il y a 2 jours. Il y a eu Genoa contre Frosinone et 1-1 également, mais sinon, oui, c'était que des victoires ou défaites. Hein. Atalanta qui gagne 3-0, Torino qui gagne 1-0 contre Monza, la Lazio qui gagne contre la Juve, Milan qui gagne contre la Fio. Là, l'Inter est toujours en train de gagner contre Empoli 1-0, c'est la deuxième mi-temps, je vais dire deuxième minute. Deuxième mi-temps, 60e minute, enfin quasiment 60e minute, il gagne toujours 1-0 sur un but de Di Marco. Et donc, au classement... Ça donne l'Inter premier, Milan deuxième avec 65 points, la Juve à 6 points à 59 points, 4e Bologne avec 57 points, 5e l'AS Roma avec 52 points, 6e l'Atalanta avec 50 points, je crois que d'ailleurs l'Atalanta a un match en moins, 7e Lazio avec 46 points, 8e Naples avec 45, Torino 9e avec 44, 10e Fiorentina avec 43, Monza 11e avec 42, Genoa avec 35 points, 12e, Lecce 13e, Udinese 14, Hellas Vérone 15, Cagliari 16e, Empoli 17e, Frosinone 18e avec 25 points, également comme Empoli, Sassuolo 19e avec 24 points, la Salernitana qui ferme la marche avec 20 points et 14 points, soit 10 points de moins que le 19e et 11 points de moins que le premier non relégable. Ça sera quand même assez difficile pour la Salernitana de pouvoir se maintenir en Serie A. Par contre, pour Sassuolo, Frosinone, tout est encore possible. Petite page de pub et on revient tout de suite. De retour dans notre podcast hebdomadaire et cette fois-ci, on s'attellera sur ce qui s'est passé en Allemagne cette semaine où il y a quand même eu, je ne sais pas si on peut appeler ça rebondissement, mais une confirmation de ce que l'on savait globalement déjà à propos de la suite à donner sur le championnat d'Allemagne. Camille, la parole est à toi. Je vais d'abord donner en fait les matchs qui se sont passés mais qui n'ont pas donné entre guillemets
à mon sens, grand-chose. On va passer rapidement sur un Eintracht Francfort Union Berlin qui a fini sur un 0-0. On a eu un Stuttgart Heidenheim où ça a vraiment été très tendu avec un Stuttgart qui a quand même égalisé à la 98e minute. Tout le match en fait s'est joué en fin de match parce qu'il y a eu une ouverture du score de Guirassy à la 41e minute. On a un Nubel contre son camp pour l'égalisation d'Heidenheim à la 62e. Pardon, on a la réduction du score. On a un Stiller pour le 2-0 à la 53e. Et on n'a plus rien. Ça reste 2-1 jusqu'à la 84e minute. En une minute, Tim Kleindienst, le meilleur buteur de Heidenheim, s'offre un doublé contre Stuttgart à la 84e, 85e. Et là, on se dit, Tim Kleindienst, il donne la victoire à Heidenheim. Et non, Nicolas Dovedan, à la 96e minute, le carton rouge de Dovedan et le coup franc avec Mittelstedt qui sert Denis Undav à la 98e minute. 8 minutes d'arrêt de jeu et là c'est vraiment tout à la fin que Stuttgart accroche le match nul face à Heidenheim. Après on a les matchs comme le 2-2 entre Bochum et Darmstadt, le 1-1 avec Augsbourg-Cologne, le 0-0 entre Leipzig et Mayence, que certainement notre ami Alexis nous donnera des informations quand il reviendra, le 2-0 entre Wolfsburg et le Werder Bremen, avec deux cartons rouges, un pour Anthony Young et un pour le français Maxence Lacroix. Maxence Lacroix, un petit peu l'homme du match quand même. C'est lui qui ouvre le score pour Wolfsburg juste avant la pause, à la 39e, juste donc dans les temps additionnels de la première période. Et il se prend un carton rouge à la 76e minute. Le défenseur français débute. On a Fribourg qui s'impose 3-0 sur la pelouse de Gladbach, avec notamment des buts de Doan et de Grégoric. Mais le match qui a tenu évidemment tout le monde en haleine, c'était le classiquaire. C'était Bayern Dortmund. Eh ben le Bayern, il restait un tout petit fouillat d'espoir pour qu'il puisse même récupérer la maréchale en fin de saison. Ben là, dès la 10e minute, ça a été pied, merci, au revoir. Karim Adeyemi, 10e minute, but pour le BVB. D'ailleurs, vous connaissez mon désamour pour le BVB. Mais bon, voilà, c'était compliqué. On verra un deuxième but d'ailleurs pour Ryerson à la 83e minute. 1-2-0, voilà. Le Bayern s'est fait plier. Et pendant ce temps-là, certains autres tournent à manivelle. Il y avait un Leverkusen, Hoffenheim qui pensait offrir la première défaite de Leverkusen en cette saison, en toute compétition confondue, notamment par le but de Maximilian Bayer à la 33e minute. Mais c'était sans compter le supplément d'âme qu'il y a dans le Bayer Leverkusen cette saison, et le Robert Andrich à la 88e minute, et Patrick Schick à la 91e minute, qui viennent remettre le Bayern dans cette course folle. Oui, Jeff, tu voulais dire quelque chose? Oui, le Bayern Leverkusen ne veut pas perdre. Non, il ne veut pas perdre. Leverkusen est en train de perdre son ADN.
vice-cousin ADN, j'ai même envie de dire. Et là, franchement, quand on regarde les statistiques, c'est fou. 6 tirs à 2, 6 tirs de cadré pour Offenheim, 34 tirs, 11 cadrés pour Leverkusen. Ce qui veut dire que Oliver Baumann a fait un match de cochon. Ça a été un match de cochon pour le gardien de Offenheim. Mais il était là, il était présent. Et pourtant, il est obligé de s'incliner et d'encaisser une défaite, alors qu'il a été extraordinaire. Mais ce Leverkusen, quoi qu'il se passe, va être champion à la fin de la saison. Quand je regarde les matchs qu'il reste à faire, Union Berlin, pour Leverkusen en tout cas, Union Berlin, il reste. Werder Bremen, il reste. Après, Dortmund, à la rigueur, le 21 du 4, qui peut être juge de paix. Stuttgart, dans la journée 31. Francfort, dans la journée 32. Bochum, dans la journée 33. Et Augsbourg, dans la journée 34. Et en remontant pour le Bayern, il reste en dernière journée Offenheim, en avant-dernière journée Wolfsburg, en journée 32 Stuttgart, pas simple non plus, en journée 31 Francfort, pas simple non plus, en journée 30 l'Union Berlin, en journée 29 Cologne, en journée 28 Heidenheim, donc la semaine prochaine. Je ne comprends pas, franchement, je ne pourrais pas comprendre comment ce Leverkusen ne pourrait pas être champion. Honnêtement, voilà, sur toutes les équipes que tu as dit, j'en compte peut-être 2 qui peuvent peut-être battre ce Bayer Leverkusen, mais en tout cas sur le papier. T'as Stuttgart. Ah, moi j'aurais plus dit Stuttgart et qui? Stuttgart et s'ils les ont encore à jouer, Dortmund. Dortmund, tu l'as dit, ils sont encore à jouer. Dortmund dans 3 semaines. Dortmund, tu l'avais dit qu'ils sont encore à jouer pour le Bayern. Dortmund dans 3 semaines, le 21. Pour moi, Dortmund peut-être créer une défaite pour Bayern Leverkusen. Et je sais plus c'est qui la deuxième que tu as dit. Enfin, il y en a une deuxième de ce que tu as dit. Stuttgart avec Guirassy. Je vois pas Stuttgart, mais pourquoi pas créer la surprise? Pourquoi pas? Mais même ces 2 défaites-là ne les empêcheraient pas d'être champions dans tous les cas. Non. Non, évidemment non. Parce qu'ils perdraient 6 points, il en resterait 7. C'est ça, quoi. Donc, faudrait en fait que Leverkusen perde plus de la moitié des matchs qu'il leur reste à faire. Et je ne vais certainement pas s'incliner plus de la moitié de leur match qui reste. Non. Évidemment que non. Quand tu regardes la dernière journée contre Augsbourg, il faudrait un miracle pour qu'ils la perdent. Bochum, théoriquement, c'est gagné. Francfort, ça peut faire un match nul. Stuttgart, ça peut perdre. Dortmund, ça peut perdre. Werder, ça gagne. Union Berlin, ça gagne. J'ai hâte de voir ce Bayer Leverkusen en Ligue des Champions l'année prochaine. Hein. J'ai hâte de voir ce Bayer Leverkusen en Ligue des Champions l'année prochaine, si, et seulement si, ils gardent la quasi-totalité de leurs joueurs. L'ossature, je vois pas Leverkusen, je vois pas le coach dire ouais ok je vais larguer la moitié de mon effectif. Mais le coach, si mon cher Jeff, si les dirigeants disent on va vendre 4 joueurs titulaires, par exemple, allez, je prends un exemple, tu vends Wirtz, Andrich, Tabsoba et Schick, une Boniface, voilà,
dans le worst case, tu vends Boniface, Wirtz, Chaka ou Palacios et Tapsoba ou Kosunu, eh ben, le coach n'aura rien à dire, il va dire bah, ok, je vais prendre les joueurs qui seront là l'année prochaine. Ouais, mais outre les revenus qu'ils auront en tant que champion d'Allemagne, à la limite, Boniface et Wirtz, ce sera, je pense, hein, en mon sens personnel, ce sera les joueurs qui vont attirer le plus de clients. Voilà, le plus d'acheteurs potentiels. Surtout dans les tops européens. Hein. Je pense dans les tops européens ou en tout cas. Ah bah la Juve est de toute façon dessus hein, sur Wirtz. Voilà, on ne prendra pas, hein, mais. Pour moi, ce sera Pour moi, ce sera les deux joueurs qui seront les plus en vue de ce mercato, enfin de l'équipe en tout cas lors de ce mercato. Plus comme je te disais, les revenus qu'ils auront en tant que champion d'Allemagne, est-ce qu'ils auront vraiment ce besoin de faire de la liquidité? Sans connaître, je connais pas leur situation financière actuelle, hein, mais est-ce qu'ils auront vraiment ce besoin de liquidité? Non. Vraiment, ils n'ont pas besoin. Mais s'il y a un club qui vient pour 50 millions... Ça, c'est comme disait un célèbre italien, c'est une offre que tu ne peux pas refuser. C'est ça. Bon, actuellement, ils sont à moins 12 millions sur le bilan actuel des transferts. Pour cette année, tu veux dire? Pour Leverkusen, ouais. Mais ils sont quand même à plus d'un demi-milliard de valeur totale. Ouais, de valeur totale, mais après, il faut voir ce qu'ils auront comme enveloppe pour le mercato. Mais à mon avis, ils seront pas à plaindre non plus sur le côté mercato. Ils vont, à mon avis, je pense qu'ils vont plus vouloir se renforcer pour la Ligue des Champions l'année prochaine que vraiment vouloir vendre. Même si je suis d'accord sur le principe qu'il faudra peut-être une vente pour équilibrer la balance. Mais je pense que la balance sera plus en faveur d'une sortie d'argent qu'une rentrée. Et d'ailleurs, ce qu'il y a, c'est qu'il faut compter ce que représente une présence en phase de poule de Ligue des Champions. Une présence en phase de poule en Ligue des Champions. Et je vais lire là ce qui a marqué directement sur Google. Chacune des équipes présentes en phase de poule est assurée de récupérer au moins 15,64 millions d'euros. Chaque victoire de la phase de groupe rapporte 2,8 millions d'euros, tandis qu'un match nul apporte 930 000. Voilà, donc ils sont sûrs d'avoir minimum 15 millions en plus de l'argent comme je disais plusieurs fois déjà, l'argent du titre. C'est combien l'argent d'ailleurs, c'est combien le revenu en Allemagne pour le champion d'Allemagne? Ça ne doit pas être grand-chose, hein. Ça dépend ce que tu appelles pas grand-chose après. Est-ce qu'on est dans l'ordre des 15 millions, des 50? Alors, on va tout simplement demander à notre ami Google, parce que je ne l'ai pas en tête, tout simplement. Revenu champion Bundesliga. Combien gagne le Bayern avec sa Bundesliga? Les champions de la saison rentrent chez eux avec 76 millions d'euros. C'est pas si mal, hein? C'est pas si mal, mais c'est ce qu'ils auront. C'est ce qu'ils auront cette saison. Donc, c'est pas ce qu'ils vont avoir la saison prochaine. Oui, ça, je dis pas le contraire, mais ils auront minimum cet argent-là pour ce mercato, pour se renforcer. Et je pense, et comme je te disais, je pense qu'ils vont plus se renforcer que s'alléger. Et justement, c'est là que je voulais en venir, parce que si tu joues juste le jeu de on va jouer la Ligue des Champions, on prend les 15 millions. 15 millions, c'est pas beaucoup. Je suis d'accord. Mais est-ce que tu veux jouer sur le côté financier ou sur le côté sportif? Est-ce que tu veux faire ton Bernard Serin et vendre tes deux meilleurs joueurs pour, on va dire, je sais pas, 200 millions? Là, j'ai pas regardé les stats, mais on va dire 200 millions pour Boniface et Wirtz. Bah, honnêtement, tu penses que les deux, ça peut rapporter 200 millions? Alors, Boniface est à 40 millions
Wirtz, c'est à 110. On est sur 150 millions. Bah, honnêtement, avec 150 millions, alors, si tu les réinvestis correctement, pourquoi pas à la limite, mais il faut les réinvestir correctement. Et il faut voir, outre la valeur, ce que ça leur rapporte comme revenu, il faut voir ce que ça va leur coûter en tant que tout ce qui est frais d'agent, les salaires que ça va leur coûter, plus encore éventuellement les prolongations de joueurs qu'ils ont déjà. Tout ça, c'est vraiment un calcul et il faudra vraiment être intelligent pour gérer cette situation-là. Et j'espère qu'ils ne feront pas les Bernard Serin, comme tu disais. Il faudra voir, est-ce qu'ils vont privilégier l'aspect financier ou l'aspect sportif. C'est ça. Et il faudra qu'ils s'étoffent parce que même en Allemagne, on a vu ces dernières années, j'ai un excellent exemple avec Fribourg il y a quelques années, qui ont frôlé la relégation en jouant l'Europa League en n'étant pas prêts parce qu'ils n'avaient pas l'effectif pour, ils n'avaient pas les épaules pour. Donc moi je reprends souvent cet exemple de Fribourg qui a été qualifié en Coupe d'Europe sans être armé pour, et finalement ils ont planté et la Coupe d'Europe et le championnat. Leverkusen, non, mais vu ce qu'ils font cette saison, je m'inquiète pas trop sur le côté sportif. Faut voir encore une fois s'ils ne seront pas happés par l'appât du gain, mais je pense bien que dans tous les cas, s'il y a une vente ou deux, déjà ils vont pas brader, certainement pas, vu la saison exceptionnelle qu'ils font, que fait l'équipe, ils vont certainement pas brader leurs joueurs. Et il faudra qu'ils arrivent à se renforcer de manière équivalente minimum. Mais de toute façon, un garçon comme Florian Wirtz, tu peux pas actuellement quasiment le récupérer, l'échanger pour une valeur minimum. À moins que tu prennes un joueur trop. Ouais. Genre un Bellingham, un garçon comme ça. Pour moi, actuellement, il est top 5, Wirtz. En tout cas, au niveau monnaie. Au niveau monnaie, je pense il est top 5, top 10. Selon Transfermarkt, vu que c'est quand même quelque chose qui est assez fiable, il est le 7e joueur le plus cher du monde. Derrière Bellingham, Haaland, Mbappé, Vinicius, Saka et Foden. Ah, il est devant Musiala. Il est devant Musiala, ça m'étonne. Il est égalité avec Musiala, égalité avec Lautaro, égalité avec Osimhen, égalité avec Declan Rice, avec Rodri et avec Kane. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 à être à 110 millions. Ah. Bon, après, je pense avec... Oui. Je pense avec l'euro, peut-être qu'il y aura quelques modifications. De toute façon, je pense que Wirtz, il va continuer à monter, quel que soit son euro, parce que ça coûte forcément son titre de champion va encore continuer à faire grimper sa valeur. Mais il y aura quelques modifications. Je pense que Wirtz va grimper dans le classement. Je pense. Je ne m'en fais pas là-dessus. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on donnerait encore pas un petit peu le classement de la Bundesliga, qu'on a un peu tout vu? Bien sûr. Donc du coup, Leverkusen, toujours encore seule équipe invaincue, toute compétition confondue du Big Five, avec 73 points en 27 journées. Le Bayern, il s'est incliné face au BVB, 5e défaite du Bayern de la saison, 60 points. Stuttgart est 3e avec 57 points, peut rattraper le Bayern encore. Dortmund 4e, Leipzig est 5e, Francfort 6e, toujours encore européen, Francfort, l'Eintracht. Augsbourg est étonnant 7e avec 36 points, Fribourg à égalité de points avec une moins bonne différence de but, Hoffenheim est 9e, Werder Bremen 10e,
pour la première place de la seconde partie de tableau. Heidenheim est 11e, l'Union Berlin 12e, qui a réussi à sortir la tête de l'eau finalement. Gladbach 13e, Wolfsburg 14e, Bochum 15e, Mayence, les Nulfinfois de notre ami Alexis sont 16e et barragistes actuellement, avec Cologne qui n'a pas réussi à s'imposer et Darmstadt qui est déjà malheureusement pour eux quasiment relégué avec 14 points et 2 petites victoires à son compteur. Voilà un petit peu pour le côté Bundesliga. Et à la rigueur, pour la Bundesliga 2, je peux faire vite fait un récapitulatif. Bien sûr, dis-nous. Alors, en Bundesliga 2, on a Schalke qui a fait match nul contre Karlsruhe. On a le Greuther Fürth et Hambourg qui se sont neutralisés 1-1. Magdebourg qui s'est incliné à domicile contre Hanovre 3-0. St. Pauli continue sa marche en avant avec le 2-1 à domicile face à Paderborn. On a Düsseldorf qui s'est imposé 3-1 sur la pelouse de Kaiserslautern. Le 3-3 très intéressant entre le Hertha Berlin et Nuremberg. On a le Holstein Kiel qui gagne toujours encore 2-0 face à Hansa Rostock dans un duel d'équipes du nord de l'Allemagne. Et Brunswick qui vient coller une grosse claque, la claque de la semaine en Bundesliga 2 face à Elversberg. Un 5-0 des familles avec un 2-0 claqué en première période et les 3 derniers buts marqués dans les 10 dernières minutes. Et donc, au classement, ça donne un St. Pauli toujours encore leader avec 57 points, un Holstein Kiel qui est quand même à 5 points deuxième, Düsseldorf qui est actuellement troisième, qu'est-ce que je disais pour Hambourg, avec 46 points, Hambourg est à la place du con, excusez-moi le terme, quand même avec 45 points actuellement, Hanovre 5e avec 43 points, Karlsruhe 6e 39 points, le même nombre de points pour le Greuther Fürth et pour Paderborn, le Hertha 9e et à 1 point, avec 38 points, 9e, Nuremberg est 10e avec 37 points, Elversberg qui a du mal à s'imposer ces derniers temps est 11e avec 35 points, Wiesbaden est 12e avec 31 points, le même nombre de points pour Magdebourg et Schalke, 13e et 14e, Braunschweig qui s'offre 2 victoires d'affilée remonte à la 15e place, le barragiste actuellement Kaiserslautern qui s'est incliné 16e avec 29 points, le Hansa Rostock est à 1 point avec 28 points et Osnabrück s'est imposé pour la 4e fois de la saison, mais est toujours encore à au moins 8 points de la place de barragiste détenue par Kaiserslautern. Voilà pour ce qui s'est passé du côté de l'autre côté du Rhin. Merci pour ces infos, toujours aussi pertinentes sur l'actualité footballistique allemande. Et donc, avant de parler de ce qui s'est passé en Ligue 1 et également en Angleterre, où je pense que Camille, tu auras des choses à nous indiquer, on prendra une dernière page de pub. Une pause plutôt. Plutôt une pause, en effet. Et on n'a pas encore de pub, mon cher. En effet, ça serait tardé, en effet. Donc on prendra une dernière pause et on reviendra pour parler de ce qui s'est passé en Ligue 1 et également en Angleterre. A tout de suite. À tout de suite. Nous revoici pour la 3e et dernière partie de notre podcast sur l'actualité footballistique de la semaine. Et comme on l'indiquait, on part, le voyage se poursuit et le stop se fait en France avant
d'aller bien sûr en Angleterre. Alors, sur cette 27e journée de Ligue 1, plusieurs matchs importants, intéressants. En entrée, on a pu avoir le derby du Nord entre Lille et Lens, d'ailleurs un match très important parce que deux équipes étant en haut du classement. Lille qui se maintient donc dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions et Lens qui est tout proche aussi des places qualificatives. Une victoire de l'un ou de l'autre les aurait confortés dans leur place. Là actuellement Lille a gagné 2-1 d'ailleurs ce match-là et se maintient donc à la quatrième place qui est aujourd'hui qualificative pour la Ligue des Champions. Donc qualificative pour la Ligue des Champions. Lens malheureusement perd un deuxième match contre un concurrent direct. C'était contre Nice en milieu du mois de mars avant la trêve. Là cette fois-ci c'est contre Lille. En sachant que Lens a quand même un calendrier assez compliqué. Enfin, assez compliqué. Je vais pas dire ça, mais disons que ils ont quand même l'OM en fin de mois d'avril. Rennes également au mois de mai. Bon, après, c'est vrai que c'est globalement prenable, parce qu'il y a Le Havre, Metz, Clermont, Lorient et Montpellier. Bon, j'ai un peu surestimé. Et j'ai surestimé un peu le championnat, du moins en Ligue 1. Enfin, du moins, le calendrier de Lens ces derniers matchs. Lyon qui a un petit coup d'arrêt en faisant match nul contre Reims. Néanmoins, il reste quand même au contact des autres équipes poursuivantes pour les compétitions européennes. Elle n'est qu'à 4 points notamment de l'Olympique de Marseille cette fois-ci. Donc il y a quand même la place pour qu'ils puissent remonter encore au classement. Brest qui se maintient toujours en tant que dauphin du PSG en gagnant difficilement, mais un résultat qui est très important contre Lorient. Montpellier et Nantes qui se rebiffent. Nice qui perd assez bêtement contre Nantes et Montpellier qui gagne contre le Havre. Toulouse qui, mine de rien, se relance après sa grosse défaite, sa défaite sur le fil, du moins contre Lyon et contre le Havre. Elle se relance en gagnant donc assez largement contre Clermont. Une victoire qui leur fait quand même du bien puisqu'ils se stabilisent au milieu de classement et toujours aussi positif de prendre quand même un certain nombre de points d'avance sur la zone de relégation ou de pré-relégation, la 16e place étant barragiste. Rennes qui poursuit ses montagnes russes où un jour ils peuvent battre une forte équipe, derrière perdre assez lamentablement. Là c'est contre Strasbourg où malheureusement ils perdent 2-0. Totalement mérité, attention, c'est une défaite qui est totalement méritée. Aucun tir cadré du match de la part de Rennes. Strasbourg a vraiment fait le taf. Pour le coup, cette victoire ne souffre d'aucune contestation. Mais Rennes, irrégulier comme pas possible, c'est symptomatique de leur saison. Vraiment, c'est vraiment symptomatique de leur saison. Une équipe qui souffle le chaud et le froid, capable de faire match nul contre Lille, battre l'OM, mais derrière, ça perd contre Lorient, ça perd contre Strasbourg. Enfin, c'est vraiment une saison en montagne russe et ça explique le fait qu'ils soient pour l'instant pas en zone européenne, pas très loin, attention, ils ne sont qu'à 3 points de Lens, mais ça explique pourquoi aujourd'hui ils sont que 8e au classement. Parce que c'est une équipe qui est très très irrégulière. Et dans les deux autres matchs, le classique, comme ils l'appellent, entre l'OM et le PSG. Alors en off, j'avais dit certains éléments, notamment sur certains faits de jeu. Certains que je maintiens, certains que je ne maintiens pas. Alors, le PSG a gagné 2-0. Ça fait depuis 2011 que l'OM n'a pas gagné contre le PSG en championnat. Ça commence à dater. D'ailleurs, une défaite qui ne souffre d'aucune contestation, tant
on avait l'impression que l'OM pouvait jouer 9 heures et il n'allait quand même pas marquer. D'autant plus que je trouve que ce n'était pas spécialement le meilleur PSG que l'on a vu. Surtout en première période, même si en deuxième mi-temps, je ne les ai pas trouvés très transcendants, mais ils ont fait le minimum syndical pour donner une impression visuelle qu'ils n'étaient pas en infériorité numérique, et de profiter des erreurs de l'OM. Alors, excuse-moi, je te coupe, il y a la nouvelle polémique sur la sortie de Mbappé en cours de match. Réel choix technique ou nouvelle polémique? En réalité, le choix se justifie. Pour le coup, le choix se justifie parce que à 10 contre... Enfin, Mbappé, ne défend pas. Déjà. Et à 10 contre 11, ça me paraissait pertinent de le faire sortir pour la simple et bonne raison que il n'était que très peu agressif défensivement. Même si j'ai le souvenir d'une séquence où vraiment il est allé au pressing, il a même taclé, putain, un beau tacle, hein, bon tacle d'ailleurs, mais dans ce qu'il a voulu mettre en place, Enrique, surtout en deuxième mi-temps, je comprends qu'il le fasse sortir. Pour le coup, je comprends qu'il le fasse sortir parce qu'il était, pour le coup, pas assez pertinent pour pouvoir rester sur le terrain. Après, est-ce que aussi... je vois pas en fait la polémique. Pour le coup, ça se justifie. Après, bien sûr, il ne le justifie pas. Mais quand on regarde le match dans sa finalité, surtout la deuxième mi-temps, parce que c'est la deuxième mi-temps du coup qu'il faut prendre en évidence, je comprends qu'il le fasse sortir. Je comprends puisqu'ils étaient plus à 9 qu'à 10 avec lui. Tant il faisait pas spécialement énormément d'efforts, etc. Donc je comprends que le faire sortir pour mettre un joueur plus travailleur, ça a plus de sens. Ça a plus de sens, donc ça va pas plus choquer que ça, en réalité. Ça va pas plus choquer de ça. Mais ce que je veux dire, c'est en réalité, je suis plus dubitatif sur le fait que Beraldo, je crois que c'est le nom du défenseur brésilien, prenne un rouge. Parce que c'est vrai, mais ça, je suis plus dubitatif sur ça. Et encore, ça va poser un autre problème, c'est que, en réalité, je me pose 5 secondes, je me dis, est-ce que ce duel-là en Angleterre, il aurait été sifflé comme faute? Objectivement, non. Objectivement, non. Et c'est de là où je me dis, comment ça se fait que selon les championnats, il y a une approche de l'arbitrage qui est différente alors que ils sont censés faire le même métier et que les joueurs en Angleterre sont pas c'est des humains quoi. C'est des humains, en Ligue 1 c'est des humains, enfin c'est des hommes, de bras, de jambes. Donc comment se fait-il que selon les championnats, il y ait en fait, plus le temps passe, plus ça me choque en fait, qu'il y ait une interprétation de certaines règles qui sont pourtant élémentaires et fixes et qu'il n'y a pas eu et que certains ont une certaine approche, d'autres ont une autre, alors que c'est le même métier, les mêmes règles pour tous. Je suis d'accord avec toi, mais c'est ce qui fait toute la différence de tous les championnats. C'est comme n'importe quel joueur. Il y a des joueurs qui n'arrivent pas à s'acclimater au jeu de la Serie A. Je te parle pas forcément au niveau des fautes, etc. Mais il y a des joueurs qui n'arrivent pas à s'acclimater au jeu de la Serie A, comme il y en a qui n'arrivent pas à s'acclimater au jeu de la Première Ligue. Il y en a qui jouent en Serie A et qui pourtant, tu disais tout à l'heure, par exemple avec le cas de Osimhen, qui s'éclaterait pour toi en Première Ligue. L'arbitrage, c'est un peu la même chose. L'arbitrage n'est pas joué en Italie comme il n'est pas joué en Angleterre. C'est pas qu'une réputation, c'est une réalité, oui. Dans le sens où le championnat anglais est quand même plus physique. Oui, il y a par exemple un truc tout simple, la protection des gardiens, en Angleterre elle est plus faible. Attention, c'est que un gardien est un peu moins protégé en Angleterre dans le sens où, par exemple, ce qu'a fait Donnarumma hier en Angleterre, ça peut ne pas être... Non, quoique non, parce que pour le coup, c'est le gardien qui est en retard. Mais ce que je veux dire, c'est que, imaginons que dans le fait de vouloir prendre la balle, Gigot touche Donnarumma. Là, Espagne, Italie, France, Allemagne, t'as 4 chances sur 5 pour qu'il y ait... tu es quasiment sûr qu'il y a faute sur le gardien. En Angleterre, non. Parce que le gardien, il est moins protégé. Et c'est, en gros, le gardien, quand il sort, il faut qu'il ait la balle.
il peut se faire bousculer, il peut se faire un peu chahuter. Attention, on va pas lui mettre un coup de coude quand il est en l'air. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on accepte qu'il y ait le duel physique et que le gardien puisse être un peu bousculé. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une approche qui est différente. Et ce qui fait un peu aussi la singularité des championnats. Mais est-ce qu'au final, ça dessert pas un peu les arbitres parce que, surtout au niveau européen, parce que ta manière d'arbitrer en championnat, certes, il y aura une petite différence en Europe, mais il y a quand même... J'ai l'impression que aujourd'hui, surtout aussi peut-être avec la VAR aussi, ben, ces différences-là sont peut-être un peu plus exacerbées dans les rencontres européennes ou quoi que ce soit, où parce que certains arbitres ont l'habitude, peut-être parce que je ne sais pas s'ils sont pas... ils sont formatés un peu comme en championnat, etc., mais ils ont peut-être un peu trop la même approche en rencontre européenne, et ça peut parfois être un peu bizarre. Mais par exemple, au final, Beraldo, le fait est qu'il prenne rouge. Bon, le fait est qu'il prenne rouge, ça c'est par rapport à une règle de la VAR, qui fait que si il y a une considération d'une erreur, on peut pas mettre un jaune, c'est obligatoirement soit rien, soit rouge. D'où le fait qu'il a eu un rouge. D'autant plus que l'arbitre a jugé derrière, et il l'a dit après match, qu'il y a un anéantissement de l'action de but. Au début, je pensais pareil. Au final, comme en fait j'ai pensé à... Il y a cette même faute à Manchester City Arsenal. Est-ce que l'arbitre concrètement met un carton jaune sur cette faute-là? En réalité. Je suis pas sûr, hein. Je pense même pas. Je pense même pas qu'il siffle faute sur ça. Et... même si en réalité tu siffles faute, je sais pas, t'es en 8ème de finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'en réalité l'arbitre il va mettre un carton jaune sur ça? Il va aller voir la VAR sur ça? Moi je suis pas spécialement sûr, hein. Je suis pas spécialement sûr, je suis très dubitatif. Ce qui fait que je me dis, je pense que l'arbitre en fait il a fait une erreur au final. Je pense qu'il a fait une erreur en accordant la faute sur ça. Et Probablement. C'est une erreur parmi tant d'autres. Malheureusement, des erreurs comme ça, pardon, t'en vois tous les week-ends, t'en vois toutes les semaines, que ce soit en Angleterre ou même pas en France, en Angleterre, surtout en Italie. oui, mais c'est pas parce que ça se multiplie que ça doit être accepté ou acceptable pour autant. Et d'autant... oui, je banalise pas, attention. Hein. Et d'autant plus que je pense, ça c'est ma pensée, je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais je pense, bon déjà il y a 2 erreurs. Parce que je suis un menteur, il n'y en a pas une, il y a 2. Je comprends pas pourquoi Hernandez déjà prend un carton jaune et on n'a pas eu de justification là-dessus. On ne sait pas si c'est pour contestation, si c'est parce qu'il s'est trompé de personnes qui pensaient que la faute avait été faite. On ne sait pas, mais Hernandez a pris un carton jaune. Mystère, à mon sens. Et après, il y a le fait de lui mettre un rouge. C'est quand même assez sévère, même si c'est vrai que c'est la règle. Pour le coup, c'est la règle de la VAR qui veut ça, mais... en réalité, moi, je pense qu'il n'y avait pas faute. Et du coup, je pense qu'il y a cette erreur-là. Et est-ce qu'il y a une compensation sur le CSC d'Hernandez? Parce que du coup, c'est pas le but de Veretout, c'est un CSC d'Hernandez en seconde mi-temps. Où il siffle hors-jeu pour Luis Enrique, contre l'OM, du coup, en indiquant que Luis Enrique, Enrique, donc le Brésilien, fait action est hors-jeu, et empêche, en fait, et a une incidence sur le positionnement de Donnarumma et tout, etc. Factuellement, c'est faux, parce que non, il n'a pas d'incidence sur le positionnement de Donnarumma, ni même sur la possibilité qu'il puisse voir l'action. Bah déjà, Donnarumma est plus grand que Enrique, donc il peut voir. 2, il n'est pas dans son champ de vision direct. 3, si on met une caméra isolée sur Donnarumma, il voit en fait, il voit très très bien Veretout, il voit très bien la frappe de Veretout, et dans aucun monde, il ne peut arrêter la frappe, puisque... il faut avouer que j'avais partagé d'ailleurs sur WhatsApp un post à ce sujet, hein, sur Benoît,
je crois que c'est Benoît Bastien, l'arbitre lui Ouais. qui le disait, où tu voyais le joueur, en fait, tu vois sur la photo, tu vois bien le joueur marseillais Hors à jeu. la gauche du gardien, Oui. qui potentiellement, si Donnarumma doit plonger à gauche, il est gêné. Oui, si, il doit aller à gauche. Sauf que, et il est pas, et surtout, Luis Enrique ne l'empêche pas de pouvoir aller à droite. Il peut aller à droite. Mais sauf que, c'est lui qui est déporté sur la gauche. Si la question c'est, est-ce que Enrique est hors jeu? La réponse est oui. Est-ce qu'il fait action de jeu ou est-ce qu'il gêne le gardien? Non. Parce que Veretout tire à droite. Et en plus, Veretout tire à droite et en plus le tir est contré. Donc, comment Donnarumma aurait pu l'avoir? Déjà, aurait pu avoir la balle. Et comment Enrique peut gêner Donnarumma dans cette position-là? Et la preuve que le jugement de l'arbitre est faux, si tu as vu la vidéo, regarde bien le body language de Donnarumma sur le but. Est-ce que Donnarumma à la tête, fait des gestes ou et donne l'impression visuelle de se plaindre de Enrique? Jamais de la vie. Il fait des gestes où il met les mains en l'air et tout, enfin il jette ses mains en l'air, etc. En mode purée, j'ai pris un but. Pas parce que si effectivement il avait été gêné par le joueur, mais qu'est-ce qu'il aurait fait en premier lieu? Il se serait plaint auprès de l'arbitre. Mais j'ai été gêné par le joueur. C'est pour ça que j'ai pas pu prendre la balle. Comment ça se fait que tu siffles pas hors jeu? Là, les Parisiens auraient fait pression sur l'arbitre. Est-ce que concrètement, il y a eu une véritable pression des joueurs du PSG sur l'arbitre à ce niveau, lorsque Veretout a marqué? En vrai, non. Est-ce que l'arbitre s'est fait entourer par des joueurs parisiens? En vrai, non. C'est lui-même qui a directement dit non, il y a hors jeu. Et je pense que s'il aurait revu... Après, pour moi, la VAR, déjà, parce que pour le coup, là, il y a une erreur manifeste. Personnellement, pour le coup, il y a vraiment une erreur manifeste d'interprétation. Parce que tu regardes, s'il avait pris la peine de voir la VAR, parce que voir la VAR pour une poussette, ok, mais là, tu vas pas voir la VAR pour être sûr et certain. Parce que juger en vision réelle que le joueur arrive à gêner le gardien, à être actif dans son hors-jeu, il est très fort quand même, Bastien, parce que c'est très difficile de pouvoir le déterminer à l'œil nu, quand même. Mais d'où le fait que pour moi c'est sa deuxième erreur. Il n'a pas regardé le VAR sur ce tir-là, et s'il avait été regardé la VAR, avec un peu de jugeote, je suis désolé, mais il accorde le but. Après, je ne dis pas que oui, ça aurait peut-être changé. Pour le coup, il y avait un but qui était valable. Et je comprends pas, je ne vois pas comment, et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas allé voir la VAR. Ou du moins, pourquoi la VAR ne l'a pas appelé en disant « Ah, je pense peut-être que tu fais une erreur. T'as sifflé hors-jeu, mais regarde mieux l'action parce que, en fait, dans l'esprit, si t'es dans l'esprit, ok, il est hors-jeu, ça, je n'en dis ce qu'on vient pas, il est hors-jeu. Mais est-ce qu'il est actif? Non. C'est exactement, pour le coup, c'est exactement comme Leipzig-Real, je sais plus si c'est l'aller ou le retour, où il y a un but du joueur de Leipzig en tout début de match qui a été refusé pour un hors-jeu, mais what? Mais si c'est pas le Real, jamais c'est sifflé hors-jeu. Où Lunin, il a aucune chance de récupérer la balle, aucune, mais on considère que le joueur de Leipzig peut-être fait action de jeu, il est actif ou quoi, et il est aussi fort jeu. Je comprends pas, mais sur le coup il y a eu le hors-jeu de siffler. Bref, des fois, voilà. Mais il y a cette erreur, et je pense voilà que la compensation s'est faite sur ça, que peut-être l'erreur qui a été faite sur Beraldo, elle a été compensée sur le but refusé du coup à l'OM, le CSC d'Hernandez. Par contre, il y a eu aussi une deuxième erreur, je suis désolé, c'est le penalty non sifflé pour l'OM. Je sais pas, encore une fois, je suis pas là à vouloir chouiner et tout, etc. Moi, je parle de faits.
Pour moi, le rouge de Beraldo ne devait pas se transformer en rouge. Pour moi, donc il y a première erreur. Deuxième erreur, le CSC de Hernandez, c'est but aussi également. Et troisième erreur, c'est le penalty non sifflé sur la faute de Donnarumma sur Gigot. Parce que je suis désolé, un gardien, quand il sort, il doit il doit déjà toucher le ballon, bien évidemment, il doit maîtriser son geste. À partir du moment où le joueur a le ballon et toi, gardien, tu touches le joueur avant de toucher le ballon, en sachant que le joueur avait le dessus sur toi, parce que pour le coup, si le joueur a le ballon avant toi, c'est que tu t'es foiré sur ta sortie. Si tu touches le joueur, c'est faute. Je suis désolé. Il y a eu un cas qui est quasiment similaire il n'y a pas si longtemps que ça. C'était, je crois, le Sommer qui avait fait une faute. Je ne sais plus si c'était un match de l'Inter. C'était l'Inter contre... je vais rapidement retrouver cela. Je crois que c'était... Je ne sais plus si c'était contre la Fiorentina ou du moins il avait cassé sa série de clean sheet là-dessus. C'était contre Genoa, voilà. C'était contre... je crois que c'était contre Genoa ou non, ou pas. Attendez, contre l'AS Roma. Parce que c'était un penalty, c'était... Je crois que c'était contre Monza. Ou je sais plus si c'était contre Monza, mais c'était... En gros, sortie aérienne, Sommer touche le joueur, et Sommer en soi touche le joueur avant de toucher la balle. Enfin, oui, voilà, il touche avant de toucher la balle. Et ben pour moi, c'est penalty pour la simple et bonne raison que la sortie n'est pas maîtrisée. À partir du moment où, de toute manière, à partir du moment où le gardien sort de ses cages, il doit être sûr à 100%. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu as déjà ce droit de pouvoir mettre les mains. Ben à partir de ce moment-là, tu dois faire en sorte que tes mains aillent vers le ballon et non pas le joueur. Si tu vas vers le joueur, tu fais faute. Et Donnarumma a bien touché Gigot. Oui, tu pourras dire, mais il lui a pas fait un attentat. Ben, Dieu merci déjà, quand même. Mais il l'a touché. Gigot a eu le ballon en premier, de la tête, a gagné le duel aérien, mais ça n'a pas empêché Donnarumma de le toucher. Normalement, c'est penalty. Je comprends pas, encore une fois, pourquoi du moins ça n'a pas été sifflé. Il a jugé que c'était normal. Que le contact soit léger ou pas, c'est pas la question. C'est comme indiqué, c'est pas la question. Parce que pour le coup, c'est pas comme un tacle où il peut y avoir un toucher qui est léger sur le joueur, etc. Là, c'est le gardien. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes trucs. Un gardien, s'il sort, il touche même légèrement le joueur, et il est dans sa surface, c'est penalty. C'est pas, oui, mais le joueur, il aurait... Non, c'est penalty. T'es le gardien, tu dois avoir la balle en premier. Après, bien évidemment, si tu tacles le joueur et que t'as le ballon... Enfin, tu tacles les deux pieds décollés, mais t'as le ballon en premier et le joueur après, il y a quand même faute. Parce que, bon, ton geste n'est pas legit. Mais, ouais, il y a ces deux... Pour moi, il y a ces trois erreurs-là qui... Je vais pas dire qu'ils ont une incidence sur le match, parce qu'au final, les deux... Enfin, si, quand même, parce que c'est sur la contre-attaque du pénalty non sifflé qu'il y a derrière le deuxième but parisien. Le deuxième but parisien de Goncalo Ramos. Mais je pense que si on refait le match 10 fois, le PSG va le gagner 9,999 fois le match, tant j'avais pas l'impression que l'OM était en capacité de pouvoir marquer. Déjà, on voit très bien que sans Klose, c'est très compliqué niveau centre. Il y a eu 1 milliard de centres. J'ai l'impression que c'était très difficile de pouvoir faire un centre qui puisse aller vers un joueur. Très compliqué. Milieu de terrain, à part Kondogbia, c'est très compliqué. La sortie de Mbemba fait énormément de mal aussi également. Gigot qui revient à peine de blessure, et ça s'est vu. D'ailleurs, le PSG a quand même été assez gentil avec nous, je trouve, parce que la rentrée de Skriniar, elle est très compliquée. Hein. Ah ouais, Skriniar, il est clairement parvenu à son meilleur niveau. Il
il va lui falloir des matchs pour revenir à son meilleur niveau. Si tant est bien, il arrive à y revenir. Mais c'était pas du tout le meilleur PSG, un PSG incroyable. Franchement, c'est là où ça fait le plus mal, je trouve. C'est que c'est un PSG qui a fait le service minimum et l'OM n'est même pas capable, à 11 contre 10, de pouvoir faire le taf face à une équipe qui n'est même pas transcendante quoi, sur le terrain. Elle a réussi à faire le minimum syndical, puis fin de l'histoire. Et au-delà de ça, il y a aussi Rennes qui s'est complètement fait écraser par Monaco. Les 2 buts, je pense, sont plutôt anecdotiques dans le sens où Monaco menait déjà 4-0 lorsqu'il y a eu les 2 buts messins. Bon, ils ont rajouté un 5e but, attention. Mais je pense que c'était vraiment, pour le coup, c'est vraiment plus anecdotique qu'autre chose. Mais pour l'OM, c'est une première défaite à domicile cette saison. La C1 n'est pas très loin, mais il y a une série de matchs dantesques qui attend l'OM. Et ils vont prendre Lille, il y aura Nice, Lens. Et également, ce mois d'avril va être très compliqué. La double confrontation il y a Lille en fin de semaine, puis il y a la double confrontation contre le Benfica. Ensuite, il y aura aussi Nice en fin de mois le 24, Lens 4 jours plus tard. Ça va être assez costaud. Est-ce que l'OM ne va pas décrocher au classement? Je ne sais pas. Mais voilà. Ça résume assez bien la journée de Ligue 1. Et au classement, avant de passer par l'Angleterre et de laisser la parole à Camille qui aura nombre de choses à nous indiquer. Le PSG est toujours premier avec 62 points, Brest deuxième avec 50 points, Monaco troisième avec 49 points, Lille quatrième avec 46 points, Nice cinquième avec 43, sixième Lens avec 42, sixième Lens avec 42, septième l'OM avec 39, à égalité de points avec Reims et Rennes, Lyon 10e avec 35 points, 11e Toulouse avec 32 points, à égalité de points avec Strasbourg, 12e, 13e Montpellier avec 29 points, 14e Nantes avec 28 points, 15e Le Havre avec 27 points, Lorient premier non relégable avec 26 points, Metz 17e et premier relégable avec 23 points, Clermont 18e avec 20 points. Une course toujours aussi haletante pour le haut et le bas du classement. Ça promet. Et il reste 7 journées de championnat. Cette fois-ci, on peut bifurquer en Angleterre. Donc Camille, dis-nous tout concernant cette journée. Alors déjà, il faut savoir que j'étais parti du jeudi de Pâques à aujourd'hui lundi de Pâques pour un petit peu voir comment ça se passait le football en Angleterre. Et j'ai vu 6 stades, j'ai vu 2 matchs, donc c'est pour ça que je n'étais pas très présent ces derniers jours sur les réseaux sociaux et tout ça. Et du coup, je veux un petit peu vous partager mon aventure déjà en audio, et après j'ai fait énormément de photos et de vidéos, donc je montrerai tout ça dans un vlog. Mais je ne vous donne pas de date quand je le publierai parce qu'il y a beaucoup de travail. J'ai commencé le jeudi par visiter le stade de West Ham. Les Hammers, cette semaine, les Hammers qui se sont inclinés 4-3 face à Newcastle samedi. C'était une des équipes que je voulais aller voir, mais ils jouaient à l'extérieur à Newcastle. Ils se sont inclinés en fin de match face à Newcastle. Pourtant, ils menaient 3-1, mais ils se sont fait rejoindre par Isaac et par un doublé d'Harvey Barnes en fin de match. Avec encore un carton rouge pour Newcastle. J'ai été le vendredi, je suis descendu d'un étage
Je suis allé voir du Championship, de la deuxième div. Je suis allé voir les ennemis de West Ham, en tout cas au moins dans le film Hooligans ou Green Street en version originale, où on peut notamment retrouver des noms connus comme Elijah Wood, ou l'acteur principal de la série Sons of Anarchy, Charlie Hunnam. Et donc William Millwall qui jouait West Bromwich Albion, qui est largement mieux placé au classement. Millwall étant dans les bas-fonds du classement et West Brom jouant la montée. Et il faut dire que Millwall, pendant 30-35 minutes, a vraiment dominé West Brom en ouvrant le score grâce à Watmore à la 21e minute. Swift égalisera en seconde période pour West Brom sur un penalty discutable, disons-moi. Mais c'était pas sur le terrain qu'était là l'intérêt. C'était vraiment dans les tribunes. J'ai fait maintenant quelques stades dans ma vie. Et cette ambiance à Millwall est top 5, voire top 3 des ambiances que j'ai eues. Alors que j'en ai fait en Grèce, j'en ai fait en Allemagne, j'en ai fait au Portugal ou en Espagne, j'en ai fait en Italie. Mais là, Millwall, à la 90e, 91e, les mecs étaient encore en train de gueuler, alors que leur équipe n'avait pas fait grand-chose sur 1 heure de match. Mais vraiment, ils gueulaient encore Den, qui est le nom du stade de Millwall, The Den. Mais vraiment, Millwall, au niveau ambiance, si quelqu'un va aller voir, allez-y, foncez tout de suite. Le stade est un vrai stade à l'anglaise. Les supporters anglais sont vraiment extraordinaires dans ce genre de match, dans ce genre de stade. Donc foncez voir Millwall. Je recommande fortement, très fortement. Après j'ai été le samedi. Je suis monté d'un étage et je suis allé voir Tottenham, le Tottenham de Postecoglou, dont on fait tellement de louanges depuis le début de saison, face à Luton Town. Et bien ils ont été surpris les Spurs. À la 3e minute, c'est Tai Chong, un ancien de Manchester United, qui ouvre le score après 3 minutes de jeu sur une passe de Ross Barkley, un ancien de l'autre côté de Manchester. Mais Tottenham se remet vite les idées à l'endroit et malgré le fait qu'ils rejoignent les vestiaires à la mi-temps avec un but de moins, eh ben, ils ont quand même réussi à s'imposer d'abord sur un but contre son camp d'Issa Kabore, l'ancien Troyen, et évidemment c'est le capitaine asiatique Son Heung-min Son, appelez-le dans le sens que vous voulez, qui donne l'avantage à la 86e minute. Et pourtant, les Spurs auraient pu, même dû, mener largement plus tôt quand on voit les ratés qui ont été faits par Kulusevski, même par Richarlison à partir de son entrée. Franchement, si Tottenham gagne ce match 4-1, c'est vraiment pas une honte, parce qu'ils ont été vraiment dominants. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que dès que Koulou ou Werner entraient dans la surface, ils faisaient 3 fois sur 4 la différence par rapport à leur latéral, par des dribbles, par des décalages et tout. Mais dès qu'il fallait soit tirer au but, soit retrouver quelqu'un dans la surface, ils n'y arrivaient pas.
Donc franchement, ça rendait bien dingue. Et autrement, parler vite fait du Tottenham Stadium, c'est un magnifique nouveau stade, vraiment super beau, quoi. Le stade avec une acoustique extraordinaire. Mais j'avoue que par rapport au Den, je m'attendais à autre chose, vraiment. Quand on a un stade comme ça, on n'a pas le droit de fournir une ambiance aussi tiède. Parce que j'ai énormément entendu les supporters de l'automne et passé à mon goût entendu les Spurs, ou en tout cas leurs supporters. Le matin, j'étais encore fait les nuits Arsenal pour visiter l'Emirates Stadium. Très beau stade, mais il manque encore quelque chose pour moi à l'Emirates. Je ne saurais dire quoi, peut-être un titre, un gros titre d'Arsenal. Mais bon, faut-il vraiment attendre ça des Gunners? Je ne sais pas. Les Gunners qui jouaient hier contre Manchester City, qui ont fait un 0-0, c'était un petit peu le choc de cette fin de saison, mais bon. Le 0-0 qui n'a pas donné grand-chose. Et dans les stades que j'ai visités encore hier, ce dimanche, on avait Chelsea face à Burnley. Un Chelsea qui a fait un 2-2 face à Burnley alors que Burnley était réduit à 10 après la 40e minute suite au carton rouge d'Achignon, l'ancien Rennes. Donc bon, un petit peu déçu de la part de la performance des Blues. Et autrement, c'était Fulham que j'ai été voir avec un 3-3, match nul face à Sheffield, avec l'égalisation de Muniz à la 93e et un 3-2 de Bobby Reed à la 86e. Donc Sheffield menait 3-1 jusqu'à la 86e minute. Mais Fulham, superbe stade d'ailleurs, que je recommande aussi à tous les amateurs de foot anglais, qui a égalisé, qui a réussi à remonter 2 buts de la 86e à la fin du match. Autrement, dans les autres résultats de cette dernière journée de Première Ligue, on a Nottingham Forest qui a fait 1-1 face à Crystal Palace. Bournemouth s'est imposé 2-1 face à Everton. Brentford a décroché le match nul à domicile face à Manchester United. Aston Villa a gagné à domicile 2-0 face aux Wolves. Et Liverpool, le Liverpool dont on parlait tout à l'heure, s'est imposé 2-1 face à Brighton, avec notamment un but de Mohamed Salah dont on parlait. Et donc, au classement, car c'est bien ça qui compte au final, Liverpool est premier avec 67 points, Arsenal est à 2 points, deuxième, le troisième Manchester City est à 3 points, Aston Villa est quatrième, Tottenham 5e, Manchester United 6e déjà, un petit peu décroché, les Red Devils, West Ham est 7e, Newcastle 8e, le 8e c'est Brighton, 9e c'est Brighton, 10e les Wolves, Chelsea est seulement 11e, Fulham est 12e, Bournemouth 13e, Crystal Palace est 14e, les Bees de Brentford sont 15e, les Toffees d'Everton 16e, Nottingham Forest est le premier non relégable, Luton Town qui a failli faire un coup de cochon à Tottenham du coup est le premier relégable, suivent encore Burnley et Sheffield United. À noter un petit peu la déception que j'ai eue dans le jeu du Tottenham
de Postecoglou parce que j'en attendais beaucoup. J'ai compris en live certains schémas de jeu, notamment l'utilisation des latéraux avec un Pedro Porro ou Udogie qui montait beaucoup, qui s'infiltrait dans le cœur du jeu. Et ça me faisait un petit peu penser à la boîte de 4 milieux de terrain que fait souvent Guardiola, avec un Pape Matar, un Bissouma, un Madison et un latéral qui montait pour donner de l'espace, donner du volume au milieu de terrain, ce qui donnait souvent la possibilité à Koulou ou à Werner de prendre une autre aile, justement, qui n'était pas occupée par le latéral étant monté, ou occupée justement par le latéral étant monté, et donc pouvant évoluer en tant que véritable piston. Mais ouais, j'ai été un petit peu déçu, notamment par James Maddison, que j'aurais voulu beaucoup plus voir. Et peut-on dire vraiment que j'ai été déçu par Kulusevski ou Werner, dont je connais les qualités de percussion et de dribble, ils sont au-dessus de la moyenne, mais au niveau de la finition, ont vraiment un niveau plus que moyen pour rester correct, ou moins que moyen, disons voir. Franchement, si Koulou ou Werner marquent une de leurs occasions, je pense que c'est Tottenham qui rentre à la pause en menant au score. Mais il n'y arrivait pas. Il n'arrive pas à marquer, tout simplement. Ces deux joueurs, que ce soit Koulou, que ce soit Werner, c'est des garçons qui sont très talentueux, mais qui manquent quand même beaucoup de réalisme devant le but. Donc, voilà un petit peu pour mon clip. Je me suis fait sur ce week-end de Pâques. Je vais vous mettre tout ça en images et en vidéo. Je ne préfère pas vous dire quand est-ce que ça arrivera parce que je ne peux pas vous le dire moi-même. Mais ça arrivera dès que j'aurai réussi à trier le bon du moins bon et à mettre tout ça en forme. Oui, on a hâte, hein. On a hâte de voir ce que ça va donner, ce que tu vas nous montrer durant ce séjour en Angleterre. Juste pour la petite info, je n'ai pas filmé et pas eu beaucoup d'images. Il y avait un très fort accent londonien et qui était très dur à comprendre. Donc j'ai préféré me concentrer sur ce qu'il me racontait pour pouvoir un petit peu vous donner après mon ressenti et vous expliquer un petit peu ce qu'il racontait, que vraiment faire des vidéos ou des photos pour montrer un petit peu ce qui était à voir et ce qui est de toute façon à voir sur Internet. Ouais, je comprends. Après, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Le tout, c'est d'avoir aussi ton expérience de tout ce que tu as fait, parce que le raconter à ici là, dans le podcast, d'ailleurs forcément tu ne dis pas tout, de vive voix c'est une chose, mais le fait de voir et que tu nous l'expliques aussi de vive voix, mais qu'on voit aussi en même temps, ben, c'est une toute autre expérience aussi. Et vu le nombre de stades que tu as visités, que ce soit pour voir les matchs ou même visiter le stade en lui-même, il y a quand même matière à ce que des images illustrent ça. Ce serait tellement dommage de ne pas avoir la possibilité de pouvoir voir aussi en partie ce que tu as pu visiter. Et c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai fait. Je l'ai fait pour moi en premier lieu, certes, mais aussi pour vous en deuxième lieu. Évidemment. Et c'est pour ça que je ne préfère pas donner de date quand ça sortira, parce que je ne sais pas quand ça sortira, je préfère
le faire comme il faut et que vous ayez un produit de qualité après pour pouvoir le voir. Bien sûr, c'est normal. Tout à fait normal. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles anglaises. Voilà. Donc, si tout a été dit pour l'Angleterre, on peut rendre l'antenne et se donner rendez-vous en fin de semaine pour parler de ce qui s'est passé, pour parler de ce qui se passera, du moins durant cette semaine, tout simplement. Parler de ce qui se passera, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Ou de journée, selon quand vous nous écouterez. Et n'oubliez pas de consommer du foot, de regarder du foot, et même de voyager pour le foot. Exactement. Comme je l'ai fait, mais attention, c'est fatigant. Juste, je vous avertis juste. Attention, c'est fatigant. Ne faites pas comme moi. Comme disait la WWE dans des clips, please stay safe. Don't try this. Ne faites pas ça. Et ailleurs non plus. Et sur ce, je vous souhaite aussi une excellente soirée. Et la suite au prochain numéro. Au prochain numéro, effectivement. Bye. Bye. Yo les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com avec le code La Table Ronde, vous avez 15% de réduction. Alors n'hésitez pas, si vous voulez des maillots de qualité livrés rapidement, foncez chez notre partenaire maxikit.com. Code promo La Table Ronde, tout attaché en minuscule. Et si ça ne fonctionne pas, essayez bien en majuscule également. See you next time and peace.